Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Avenir. Aujourd'hui, un nouvel épisode dans cette période de fête. D'ailleurs, pour ceux qui prendront la route prochainement ou qui sont sur la route, on vous souhaite un bon voyage jusqu'au Portugal. Pour ceux qui restent, bon courage à vous. Ce sera un peu plus complexe. Un épisode aujourd'hui qui, comme le nom l'indique, portera sur notre formation. Pour réaliser cet épisode, j'ai avec moi mon frérot Hugo. Mon Hugo, comment tu vas? Ça va nickel, le club recommence un peu à enchaîner les bons résultats et je suis quelqu'un qui adore voir le fond de la formation, donc franchement ça a tout pour être un super épisode. Bah, on va avoir de quoi dire, de quoi discuter. Euh, J'avais évoqué un peu le sujet sur l'épisode avec Yacine concernant le sporting, où on parlait un peu de certains cas concernant la formation, mais peut-être plus sur la A. Là, on va évoquer un peu tout ce qui se fait du côté du C#, parce que finalement, la formation Benfica, c'est un gros sujet. On communique beaucoup dessus, on en parle beaucoup. Récemment, nos jeunes U17 ont gagné le mondial avec le Portugal. Il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs issus de notre formation, qu'on va également évoquer. Il y en a déjà deux qui se sont qui ont été lancés pardon avec la A récemment, José Neto et Monsieur Daniel Benjaki contre Falaise en coupe. Peut-être le premier sujet pour entrer un peu dans le débat, finalement, et je vais te demander à toi Hugo, aujourd'hui quel est peut-être l'état des lieux que tu as vis-à-vis de la formation, ou si je te parle de la formation, quel est le premier mot qui te vient en tête? Moi, le premier mot qui me vient en tête dans la formation en elle-même, c'est excellence, je pense, parce que quand on voit les championnats juniors, les championnats U19, l'état de l'équipe actuelle U23, bah, on retrouve des qualités qui sont vraiment incroyables, un jeu qui ressemble à il y a une vraie identité de jeu. On va parler après du coach de l'équipe U23 et quand on voit l'équipe du Portugal, le champion du monde, U17, il y a quand même 9 joueurs de Benfica, dont 6-7 qui ont participé, vraiment directement et qui ont une énorme importance dans le sacre. On peut citer Anis Cabral qui était 2e meilleur buteur de la compétition, Mauro Furtado qui a été élu 3e meilleur joueur de la compétition, Rafael Quintes qui était vraiment, qui était le capitaine de cette sélection-là. Donc il y a vraiment une qualité énorme dans ce Seychelles. Mais le deuxième mot que j'apporterais, c'est un peu déception, dans le côté où on n'arrive pas à voir ces dernières années un step-up entre la formation et le monde professionnel. Et pour moi, quand former, c'est-à-dire préparer au meilleur possible les joueurs pour qu'ils jouent dans la cour des grands. Et c'est pas que nos joueurs ne sont pas prêts pour ensuite jouer dans la cour des grands, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de communication entre les U23, l'équipe B et l'équipe principale ces dernières années. Et j'ai l'impression que c'est la réelle problématique du club en ce moment. Je te rejoins. Pour ma part, pour compléter ce que tu dis, j'ai évoqué moi le mot que j'ai en tête, mais en fait, il va peut-être très bien compliquer tes deux mots. C'est le mot frustration. Le mot frustration, parce que comme tu le dis, on travaille très bien. Moi, je pense dès les plus jeunes catégories jusqu'à, je dirais, les U23. Récemment, même si voilà, on va pas vous parler des U15, des U14, etc. On va rester sur ce qui se fait un peu plus, entre guillemets, de plus médiatique. Je pense qu'aujourd'hui, U17, ça l'est parce que, comme tu l'as dit, on a eu des champions du monde qui a plusieurs noms. Euh, des noms finalement qui sont pas encore arrivés en B, voilà, et à contrario, Benjaki et Neto qui sont déjà arrivés en A. Mais c'est vrai que ça bosse bien à partir de ce moment-là. En U19, on a en 2021 gagné cette Youth League. On a toujours eu régulièrement des très bons parcours. Étonnamment, est-ce que ça arrive ou non, je sais pas. Je dirais qu'il y a aussi un sujet au niveau de des générations, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un travail qui a été un peu mal fait sur les choix des coachs. Après la victoire en Russie, parce qu'on a vécu 2 années, en fait, on passait pas les poules. Mhm. On en sortait très rapidement. L'année dernière, on a éliminé très vite avec Victor Win, mais je trouvais qu'on jouait quand même beaucoup mieux. Et cette année, on finit dans le top 6, donc on est qualifié directement. On a fait une défaite, c'est face à Chelsea, on est vraiment au-dessus du lot. Je crois qu'on a une moyenne limite de 4 buts par match. Et au-delà des stats, on joue vraiment d'une manière qui me plaît.
C'est une équipe très, très intelligente et c'est un peu à l'image du coach finalement, Peter Lynch. Je sais qu'il y a eu des choix un peu contrastés en U23, par exemple sur ce début de saison, on a moins vu Mauro Furtado, et on voyait plus Guillaume Gaspard, qui était peut-être, étrange, bizarre quand tu connais la qualité de Mauro et quand tu vois qu'il a fini 3e meilleur joueur du mondial U17 comme tu l'as dit Hugo. Voilà, il y a des choses qui sont un peu étranges. Il y a un truc, c'est qu'avec lui, en tout cas avec Guitollvin, tu as une dynamique qui fait que tu commences peut-être en mode diesel, mais l'équipe prend bien et finit très bien généralement ce parcours. L'année dernière, il y a cette victoire en Taça Revelação en U23, c'était la première, euh, avec des joueurs comme Rodrigo Rego, Gonzalo Oliveira, Gonzalo Moreira. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bien servi. Et comme tu l'as dit, en fait, le problème, il vient après. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on peut rentrer peut-être des pieds dans le plat. Et il vient en équipe B. Il vient en équipe B. Et pour moi, là où une structure décide un peu plus de comment et doit être fait la passerelle entre les différentes formations jusqu'à l'équipe B, parce que l'équipe B est vraiment le début du monde professionnel. Moi, je vois selon moi, des choix qui ne sont pas faits par la structure, mais par un coach chaque week-end, qui impacte grandement pour moi l'équipe première. Si c'est pas une demande je parle du coach en A, il fait des choix qui sont pour moi assez hasardeux et qui sont pour moi assez enfin, je vais pas dire mesquin, mais petits. Mais voilà, je parle bien évidemment de Nelson Verissimo. On va en parler. Moi, je pense qu'on va commencer par là. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le premier sujet, c'est ce monsieur-là. Quelle est, selon toi, en fait, depuis son retour, les bonnes choses et par la suite les mauvaises choses de Nelson Verissimo? On va peut-être commencer par là. Bah, déjà la première re mauvaise chose, c'est la décision de le faire revenir, car, moi de base, je suis pas fan des retours tout simplement. Je pense que c'est quelque chose, qui nécessite pas un grand travail, de juste reprendre ce qui a été, plus ou moins bien fait et de recommencer les choses. Et j'aime bien faire le comparatif entre Vitor Vigne et Nelson Veríssimo, parce que ces 2, Vitor Vigne, c'est pas encore le football pro entre guillemets, mais c'est 2 équipes qui nécessitent du football de formation avant l'équipe A. Et le contraste, il est vraiment même choquant. Heu, c'est que Vitor Vigne, quand il est arrivé l'année dernière, déjà le contraste entre, lui et Paul Lopes qui, était aux ordres de l'équipe U23, il était lunaire parce que Paul Lopes, ça se voyait très clairement que la décision, qu'il prenne, la tête de l'équipe U23, c'est du copinage. Et ça se voyait sur le terrain, c'était absolument minable alors qu'il manquait pas de talent. Le retour de Verissimo et la nomination de Paulo Lopez se fait vraiment au même moment. Genre. Mmh. Il y a une belle photo de famille, peut-être qu'on la mettra en montage, mais elle est pas mal. Et Vitor Vigne, ce que j'ai adoré quand il est arrivé en équipe U23, c'est que dès le début, on a vu une identité de jeu qui était clairement apparente et il l'exprimait lui-même. C'est pour ça que j'ai un peu aussi du mal avec les entraîneurs où on dit: «Il faut laisser du temps pour, apporter sa patte de jeu» et cetera. Alors que Vitor Vigne, avec, toute sa liberté qu'il avait avec l'équipe U23, a clairement montré sa patte de jeu très offensif. Il perdait des matchs au début. C'est pour ça que, qu'il gagne, indépendamment qu'il gagne ou pas la Taça Revelação, c'était très bien qu'il gagne la Taça Revelação, mais j'avais confiance en Vitor Vigne pour former les joueurs. Parce que même s'il perdait, on voyait une identité de jeu, on voyait des postes, même si tu as dit parfois il y a des décisions qui peuvent être contestées, comme le fait de ne pas titulariser Mauro Furtado, mais les joueurs c'était tout simplement de la méritocratie. Et c'est ce que je retrouve pas chez Nelson Veríssimo. Et, donc les résultats sont pas choquants. Parce que l'année dernière, l'équipe B finit quand même à la 4e place, donc juste derrière les places qui vont, vers l'accès à la première division. Donc beaucoup de monde, se félicitait de cette place. Mais quand on regarde le jeu et quand on regarde match après match la saison dernière, on voit finalement des joueurs qui, intrinsèquement chacun, ne s'amélioraient pas. Et on voyait aussi des compositions qui étaient tout simplement un peu, fourre-tout. Moi, cette équipe B est un peu, un mélange entre des joueurs qu'on a recrutés pour pas que l'équipe soit trop faible. Donc par exemple, je pense à Luan Pérez qui avait été recruté l'été dernier, de Toulouse, si je me trompe pas,
pour, très clairement être directement titulaire et faire, tourner en régime cette équipe B au lieu de simplement prendre quelqu'un de l'U23 ou des U19 pour la faire fonctionner et je peux penser à d'autres joueurs comme, par exemple, Gustavo Marques qui venait de la formation, oui certes du Brésil, qui ensuite était implémenté à la formation, mais on voyait très clairement qu'il n'avait pas le niveau pour atteindre l'équipe A, mais il est constamment titulaire et a même fait, du coup, son apparition en équipe A au cours de la saison et donc c'est une équipe qui tournait en régime, qui pourrait très clairement être bien pour une équipe qui n'est pas une équipe B et qui est une équipe du moitié de tableau de 2e division. Mais pour moi, ça ne correspond pas à ce que doit représenter une équipe B, c'est-à-dire faire passer un step à certains joueurs qui ont le potentiel pour aller en équipe A. Et j'ai l'impression que ça faisait plus briller des joueurs qui n'ont pas le potentiel, mais qui jouaient constamment, constamment, constamment. Mais on savait que l'avenir, ça n'allait pas aboutir à grand-chose. Et ces joueurs, je peux en nommer pêle-mêle. Ça peut être, on peut passer par des Diogo Pliach, des Hugo Félix, et ainsi de suite, mais qui jouaient titulaires et qui n'arrivaient pas qui marquaient, qui étaient décisives, mais dont on savait très clairement qu'ils n'avaient pas leur place en équipe A. Mmh. Forcément, je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'on en mange des matchs de l'équipe B depuis quelques années et on voit ce qui était bien fait à une certaine période et pour moi, on le remonte un peu. C'est-à-dire Bruno Lage, Bernat Paiva, euh, Luis Castro est un peu impacté par tout ce qui est contrat, donc il peut pas mettre tout le monde. Mais on a vécu le premier cycle Nelson Verissimo et on a vécu le deuxième. Et dans les deux, en fait, il y a de quoi comparer parce qu'on en revient toujours au même. Je me souviens qu'à l'époque, il nous met de côté Raphaël Brito, même si aujourd'hui Raphaël Brito est un joueur assez standard qui joue à Casopi. C'était quand même une belle promesse à l'époque pour nous faire jouer David Tavares et j'ai plus le nom du second qui a fini Diego Mendes, je crois, qui a fini à Maritimo. C'était des joueurs, on savait déjà que ça allait, par exemple, jamais aboutir à quelque chose. Et franchement, je te donne ces deux-là, mais sur le 11, tu pouvais garder Morato, Thomas Araujo qui était ok, une belle paire. À droite, c'était Fabio Batista. À gauche, je l'ai plus. T'avais ce Villers au but. C'était lunaire, en fait, parce que tu t'applaudissais à aujourd'hui l'histoire de quelque chose, mais c'était un 11, en fait, qui te permettait d'être performant parce que tu avais des joueurs qui physiquement étaient vraiment aptes. En fait, je pense qu'il y a vraiment un sujet, c'est l'intensité et l'impact physique. Nelson Verissimo a une identité qui passe par là. C'est un entraîneur qui est très pragmatique, qui voit très résultatiste et qui a pas forcément une identité de jeu où tu vas dire, tu vas regarder son équipe sans regarder qui est le coach, tu vas dire ah ouais cette équipe-là, j'ai besoin de voir les joueurs, je sais que c'est Nelson Verissimo. En l'occurrence non. Tu vois une équipe généralement qui s'adapte tout le temps au schéma de l'équipe adverse, qui a des circuits de passe très classiques et qui est très dépendant en fait des profils des joueurs, mais qui est pas très dans la fantaisie et du coup il y a très peu de choses qui se développent. T'as cité quelques noms. Moi j'ai envie de citer enfin peut-être pas citer des noms, mais en fait expliquer que selon moi il y a des cycles à respecter et cet entraîneur n'a jamais été capable de respecter ces cycles-là et était toujours en fait assez bizarre dans ses choix, c'est-à-dire qu'il mettait des choix où on allait dire: «Je ne comprends pas». Le coach de la A allait appeler un joueur en A, alors qu'il ne jouait pas en B et après, passer 2-3 semaines, ce mec-là allait jouer en B. On va prendre, l'exemple le plus récent, par exemple José Net. José Net, il est pas devenu, fort au football parce que, il fait un mondial, U17, où il met, 4-5 buts, où, il est quasiment meilleur joueur à tous les matchs. Il est pas devenu fort à ce moment-là. José Net, il était déjà fort avant. José Net, il fait le début de la pré-saison avec Bruno Lage, où il fait même, passe décisive, si je dis pas de bêtises, sur un match au Sècha. Et José Net, il apparaît pas en B. Il apparaît pas en B aux entraînements, il apparaît pas en B, donc il apparaît pas en B en entraînement, forcément en match non plus. Et José Net, il revient du mondial. Et il est convoqué directement en B, et il apparaît vite éclat, il joue contre Naples. Et là, il y a un problème pour moi. C'est-à-dire que si Mourinho arrive à avoir de la qualité dans ce joueur-là, et s'il le voit qu'à travers son mondial U17, ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent mal. Est-ce que ça veut dire que si on n'avait pas gagné le mondial U17, imaginons on serait arrêté en demi-finale face au Brésil, si on avait perdu, est-ce qu'on aurait eu autant entendu parler d'eux? Pourtant, il a réalisé un gros mondial. Tu vois, moi, je trouve même que les matchs, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les matchs les moins aboutis, c'est finalement le Brésil et l'Autriche. Mmh.
sur tout le reste de la compétition, c'était régal. Le match face à la Belgique, je pense que, entre guillemets, c'est un des plus exigeants et je trouve que c'est là où on a peut-être le mieux répondu parce que c'était assez dur. Le Brésil, voilà, ça se joue au tir au but. Et finalement, l'Autriche, c'est une finale, donc c'est jamais très, très spectaculaire. Mais tu sens, tu as aussi ce truc, bah, bon, on va appeler aussi, par exemple, José Net et Benjaki, les joueurs qui sont le plus aptes, développés physiquement. Donc c'est assez facile de les lancer. Quand Benjaki rentre en B en ce début de saison, bah, par exemple, Daniel Benjaki, tu comprends que c'est un choix de la structure et pas de Nelson Veríssimo. Parce que, et même là, quand tu vois Kevin Pinto, bah, pareil, c'est un peu incompréhensible. Et il y a un joueur qu'on va évoquer. Moi, on m'avait déjà spoil en août quel allait être son avenir, mais on va en parler. Leandro Santos. Où est-ce qu'il est passé? Je ne comprends pas. Hier, on nous vend Daniel Benzaki lancé en A, c'est incroyable, on fait une vidéo. Et on a Leandro Santos, qu'on a lancé il y a 1 an, qui a fait des matchs intéressants en première ligue, sur première division, pardon, qui est vraiment un bon joueur. Et depuis août, il sait, mais c'est pas quelque chose que j'invente, il sait qu'il va être prêté en janvier. Donc depuis août, on condamne un peu un jeune à voilà, s'entraîner avec la A, mais en fait, on ne fait pas trop confiance. Et Daniel Benzaki est dans l'ombre. On a fait la même chose avec Spencer. Avec Spencer, on faisait jouer tous les matchs en B. Puis Leandro Santos, il pop comme ça, parce qu'en U23, il survole. Puis Bruno là, je le vois, il a un problème parce que Caboret est nullissime. Du coup, il convoque Leandro Santos, c'est la recrue du mois de janvier. On ne voit jamais. On le voyait faire un magnifique match contre Santa Clara. Il me semble qu'après, il joue très bien face, je crois, à Nacional à la maison. Il a quelques matchs comme ça où vraiment il est intéressant, mais il a jamais de continuité. Et là, il fait une fin de saison en B qui est pour moi incroyable, très très bon. Et on en revient au même, c'est des choix constamment qui ne sont pas dans la durée et qui ne sont pas seulement réfléchis dans une idée de développer des joueurs, pardon, et de se dire. Alors attends, je fais un petit aparté. On m'entend depuis tout à l'heure? Mmh. C'est dingue, j'avais mon micro coupé, mais bon, incroyable. Des bugs. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est ce qui est assez dingue, c'est que Monsieur Verissimo ne fait pas des choix dans la durée. euh, Comment dire? João Veloso, Rafael Luiz, c'est des joueurs qui, selon moi, auraient dû être titulaires déjà l'année dernière toute l'année. On a mis Pliage toute l'année titulaire, on a mis Nuno Félix toute l'année titulaire. Nuno Félix s'est blessé, mais il n'a jamais eu le niveau pour la A. Prios est resté, il nous joue aucun match en A, il joue en B pour en fait un peu assurer le boulot de Verissimo. Tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur Monsieur Verissimo et sa gestion par exemple d'un Prios vis-à-vis d'un Raphaël Luis. Est-ce que pour toi, je trouve que j'exagère un peu sur le propos, ou est-ce que pour toi, finalement, un Andro Santos, un Raphaël Luis, un Jean Vos aurait mérité plus de temps de jeu et aurait dû être mieux géré? En fait, moi, j'ai l'impression que cette équipe B, elle est plus faite pour faire briller, Nelson Veríssimo et ajouter quelques lignes à son CV, plutôt que, faire progresser des joueurs qui ont un vrai potentiel pour atteindre l'équipe A, tout simplement. Et que du coup, les gens vont, en fait, vont penser qu'on déteste, des joueurs comme Diogo Pliorst ou Félix, mais par exemple, le début de saison de Diogo Pliorst en équipe B, cette saison en deuxième division est très bon, mais on ne sait que le toit de verre de Diogo Pliorst n'atteindra jamais l'équipe A, car il y avait un João Veloso, par exemple, et a montré, par exemple, déjà en pré-saison qu'il avait les épaules pour aller pour jouer en équipe A. Et donc, il y a des décisions qui. Je te complète juste par rapport à lui. Pareil, disparu. Là, on fait apparaître Thiago Freitas face à Naples. Moi, j'aime beaucoup. Il fait un très bon début de saison. Mais pareil, en B, ça fait quelques matchs que tu ne le vois plus. Pour faire jouer João Veloso, Priost, et pour être ce schéma à trois défenseurs. Donc pareil, on passe sur le banc Fleitas, puis par contre, il peut rentrer 2 minutes en A avec Mourinho. Enfin, je te laisse reprendre, mais c'est quelque chose qui me... Bah, du coup, pour l'anecdote, pour juste l'instant chiffre, Jean Vlos a joué 2 minutes en championnat cette saison, 1 minute face à Gil Vicente et 1 minute face à Vitória Guimarães. Donc voilà, c'est un peu le résumé du bonhomme en équipe A. Après, on ne demande pas à ce que, par exemple, Thiago Freitas et Jean Vos soient titulaires dans un match de championnat. On demande juste à ce qu'il y ait une cohérence par rapport au schéma fait équipe U23, équipe B et équipe A.
Et entre l'équipe U23 et l'équipe A, on a l'impression que, il y a une équipe B où, des joueurs qui sont moyens plus, vont garder cette place de titulaire pour essayer de garder une cadence, et un aspect compétitif dans le championnat. Alors que, faudrait plus donner la chance à des joueurs, par exemple, on a évoqué le cas de Gonçalo Moreira. Gonçalo Moreira était, tout simplement exceptionnel en U23 l'année dernière et je pense pas que je sois exagéré dans mes propos. Et en Youth League, c'est simplement le meilleur buteur de la compétition avec, 8 buts avec 7 buts alors que, c'est un numéro 10. Et depuis, quelques semaines, il est perdu des radars, hem, sans aucune explication ni bon sens pour moi. Donc Moi, faudrait. j'ai mis juste un petit truc sur Moreva, tu vois. J'ai vu qu'il y a le tweet de tout à l'heure de Colombe qui parlait de son cas. Moi, il y a je sais pas si le contrat a quelque chose à voir dans tout ça. Parce qu'il a un contrat qui finit le 30 juin 2026. Ouais, 2026, pardon. Et en fait, tu vois, je suis Gonzalo Moreira, je me dis, est-ce que je renouvelle si déjà je joue quasiment pas en B et si en A, j'enlose, j'en prie dans la zone parce qu'elle se d'accord, et surtout parce qu'on parle d'un retour de Rafa. Donc en fait, si on va chercher Rafa, est-ce que moi j'ai une réelle possibilité de m'imposer sur le long terme et d'avoir. Est-ce que vraiment on va me croire en moi, tu vois? Et en sachant qu'on a mis, je te mets ces noms-là, qui a joué en règle aussi, qui joue à peu près dans les mêmes zones que lui. Alors, on n'aime pas jouer en règle, ça c'est un autre sujet, mais lui pareil, c'est un joueur qui devait renouveler. Bah, Henri Cossan en avait parlé pendant la campagne électorale, il avait parlé de lui, d'Antoine Silva. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas renouvelé. Mais il y a des sujets qui se posent, et en fait, peut-être qu'à un moment donné, il y a une crainte de ces joueurs-là, parce que, bon, après, je te laisse reprendre, mais en fait, ça fait depuis, encore une fois, Antoine Silva et João Neves, qu'on n'a pas vu un jeune vraiment rentrer dans le 11 et s'imposer dans cette équipe, et vraiment prendre du haut. Et en fait, on va le voir très rapidement. Ça fait combien de temps, depuis João Neves, on n'a pas vendu un jeune, on va parler à travers la vente, pour, entre guillemets, un peu sauver les finances. Alors, je veux pas que ça arrive constamment, mais généralement, Benfica, après 2-3 bonnes saisons, bon, bah, ça vend ce joueur, ça vend Neves, ça vend Ruben Dias, ça vend Félix, ça vend Ramos, voilà, ça vend un peu ce que ça doit vendre. Et là, tu sens qu'il y a un problème parce que même quelque chose que tu faisais bien ou du moins qui, des fois, t'aidait un peu quand tu devais le faire, bien que je sois pas très fan, parce qu'il y avait encore un sujet à ce niveau-là aussi, bah, en fait, aujourd'hui, tu es même plus sûr d'avoir une rentrée d'argent avec la formation, parce qu'en fait, tu sais pas quoi faire avec la formation quand on arrive en B et A. Et du coup, je te laisse reprendre. Non, mais du coup, c'est bien ce que tu dis, parce que du coup, ça nous refait penser sur, quelle est maintenant la politique du club. Est-ce qu'on est une politique de formation? Est-ce que finalement on s'est rétracté par rapport aux années précédentes, les années Luis Figoel et cetera? Est-ce qu'on est plutôt un club, de politique de transfert, agressif? Donc, de ce qu'on a vu des derniers mercatos, je pense que c'est plutôt le deuxième cas. Et ça pourrait faire réfléchir, certains talents qui arrivent en fin de contrat et qui se disent: «Si même avec les performances que j'empile en Youth League, je ne suis pas une option, ne serait-ce pour la deuxième division portugaise, qu'est-ce que ça m'apporte de rester dans ce club?» Et donc c'est quelque chose qu'il faut, vraiment réfléchir et essayer de connecter plus, tous les départements, que ce soit de jeunes et l'équipe principale, parce que c'est très beau et de voir Mourinho qui mange dans la cantine des jeunes et cetera. Et je pense réellement que Mourinho, a un œil sur les jeunes. Je pense pas que ce soit un coup de com' ni rien, mais je pense que Vitor Vigne, Nelson Veríssimo et Mourinho devraient être, pour moi, par exemple, s'il devrait y avoir un groupe WhatsApp, par exemple, entre les 3 qui parlent en même temps, une ligne directrice, et on dirait que ce n'est pas le cas, comme l'année dernière où Blondage avait dit à Nelson Veríssimo avait dit en conférence de presse, pardon, qu'il parlait, souvent avec Nelson Veríssimo et cetera. Et finalement, on voyait des joueurs qui ne jouaient pas en B, comme, Rafael Luiz ou João Veloso, qui finalement étaient convoqués en A. Donc ça rend un peu les choses, très perplexes. Et même, hein, on peut compléter, parce qu'en fait, moi, le vrai sujet, c'est quel est le profil du coach de l'équipe B. Pour moi, le profil du coach de l'équipe B, ça va être un entraîneur qui a un style offensif, qui a vraiment une identité de jeu. Elle sera pas affirmée, parce qu'en fait, il faut forcément que ce soit un jeune coach ou quelqu'un qui a vraiment une marge de progression. C'est-à-dire que ça sera pas un coach je sais pas, qui a déjà peut-être
je vais dire des bêtises, mais plus d'une centaine de matchs en première division, en deuxième division. Il faut aller chercher un coach qui a des idées, qui a fait peut-être les échelons plus jeunes et qui en paraît dans cette démarche aussi on forme des joueurs, mais aussi on peut former des coachs. Et si on n'a pas ça à la maison, allez voir un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Tu vois, c'est facile de parler de ça maintenant, mais Vasco de Morelos, bah, peut-être qu'à un moment donné, si tu avais été un peu plus smart, bah, tu aurais pu l'avoir en équipe B et je pense qu'il serait venu s'il y avait encore une fois cette continuité de te dire bon, bah, je vais faire du bon boulot là et peut-être qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir en fait. Peut-être qu'il y a une possibilité. Sinon, peut-être qu'un Braga ou autre viendra taper à la porte pour potentiellement pouvoir prendre une équipe première. Parce que Oui, c'est très bien ce que tu dis, parce que pour moi, dans un club, c'est vrai que c'est compliqué par exemple, de U9 à l'équipe principale, que chacun ait le même système et le même système. Mais en tout cas, un club devrait avoir la même identité de jeu, que ce soit dans la catégorie de jeunes et les catégories principales. Et on ne sait pas ce qui peut s'advenir. Imaginons qu'il y ait une catastrophe, bah, comme il s'est passé dans la saison de Rui Vitória, et que que le coach de l'équipe B doit prendre le, la tête de l'équipe A. Ce qui s'est passé la dernière fois. Bruno Lage a pris la tête de l'équipe A. Et tout, au moins dans la première saison, ça s'est passé merveilleusement bien parce que l'identité de jeu de Bruno Lage correspondait en équipe B à ce que Benfica réclame, c'est-à-dire un jeu offensif, etc. Mais si, imaginons qu'il y ait une catastrophe, et je ne le souhaite absolument pas, un enchaînement de résultats affreux en février, mars, etc., et que Velissimo doit reprendre la tête de l'équipe A, bah, ça va être un cauchemar parce que c'est le type de coach qui ne pourrait pas entraîner l'équipe A et en même temps, c'est le type de coach qui n'arrive pas pour moi à former des joueurs. Donc c'est pour ça que le fait qu'il soit coach de l'équipe B, ce soit très problématique. Et tout ce que tu as dit dans les qualités requises pour être coach de l'équipe B, moi je les retrouve toutes en Vitor Vigne. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il pourrait donner en tant que coach de l'équipe B. tu vois, pour moi, on fait déjà la saison 3 avec Verissimo, mais bon, on aime bien faire un truc comme ça. C'était déjà évident, on n'avait pas besoin de commencer la saison. Tu sais, quand on a ce match face à Portimonense, où ils se retrouvent à 9, où les deux gardiens prennent rouge, et qu'à 9 à la mi-temps, il me fait rentrer un 9, il me sort un créatif, il me sort Gonzalo Moreira de mémoire. Il me rajoute un 9, il me met Melro pour attaquer la profondeur alors que les mecs sont en bloc bas. Je comprends pas. À la mi-temps, je sais qu'on va pas gagner, tu vois. Je dis pas ça, maintenant c'est facile de le dire, mais à la mi-temps, j'étais vraiment convaincu qu'on ne gagnerait pas. Je faisais même douter, j'étais en mode, c'est incompréhensible de faire des choix comme ça. Et à la fin du match, quand on égalise, on est à 1-1, c'est Rodrigo Rego qui met un but d'ailleurs. Le 2-1 vient à l'engagement directement. À 9, on est face à une équipe à 9. Et à la fin du match, l'explication de Nelson Verissimo, c'est, encore une fois, conformisme, on se cache, c'est un peu l'image de ce Benfica, bah, vous savez, c'est plus dur de jouer face à une équipe qui est à 9 qu'à 11. Ouais, j'étais surpris d'explication. Je me suis dit, ah ouais, c'est plus dur, ok. Non, c'est plus dur, c'est vrai, si tu n'as pas d'idée et si tu ne sais pas démonter un bloc bas. Et du coup, tu n'as pas ces qualités-là. Et là, on est d'accord. Là, Nelson Verissimo, on est incapable. Mais c'est le même coach qui a perdu face à Porto Narouge et qui a vu Porto être champion Narouge. Enfin, c'est le même coach qui a mis Lazaro et Gilias en ailier sur ce match-là. Enfin, moi, ça m'a marqué ces choses-là. C'est le même coach qui a mis Paulo Bernardo sur le banc, qui a tué sa confiance pendant 6 mois où il ne voyait pas le jour. C'est le même coach qui faisait pas jouer Thomas Araujo. Voilà, c'est ce mec-là qui arrive en A, qui n'a jamais fait confiance en jeunes sur les 2 passages, juste peut-être un peu Florentino sur le premier passage et qui de temps en temps se souvient il y a ce match à sa passeuse quand tout est perdu, quand on finit 3e sur où là il envoie Groove, il envoie Eric Rouge, il fait rentrer Diego Moreira, Martinez, parce que ça vient de gagner la Youth League. Voilà, c'est toujours ce coup de com'. C'est: «Ah bah, ils viennent de gagner» et là, il fait sa conférence de presse. Voilà, le prochain coach, il doit croire en eux, il doit les lancer. Le mec, il a eu 6 mois pour faire ça, il l'a pas fait. Incapable. Vraiment un peu. Moi, j'ai su ça être incompétent. Mais par contre, pour lâcher des petits cadres comme ça, des petits mots en douce, bon, il sait faire. Derrière, il nous parle de projets à l'étranger, que voilà, il va partir pour un projet à l'étranger. Il va à Estoril. Le projet à l'étranger, en fait, c'est dans le Lisboète. Il fait 6-7 mois, viré, saison d'après, retour en B. Moi, je suis désolé. Au-delà du style de jeu, pour moi, ça démontre tout ce qui est Nelson Verissimo. Même, je vais pas dire l'homme, parce que l'homme a l'air un peu sympa et tout, ok. Mais en tant que carrière de coach, waouh, c'est copinage, hein. C'est copinage. Tu fais adjoint Bruno Lage, intérim A, coach B, tu pars restaurer, tu reviens en B.
Pour moi, désolé, en fait, pour moi, t'as un cadre de vie qui te va très bien. Tu t'entraînes dans des conditions qui sont top, qui sont séchables, et tu profites de ta belle relation avec le président pour rester là, bien caché dans ta planque. Moi, j'appelle ça une planque. C'est pas autre chose, c'est une planque. Tu vois, quand j'ai un Reynad Pive qui avait, à un moment donné, braga dessus, qui a demandé à partir, on ne l'a pas laissé, qui va en Équateur, malgré tout, malgré la carrière qu'il est en train d'avoir, c'est très honorable, en se disant que le mec avait fait 15 ans de séchard, que il est dans un des clubs qui forment le mieux au monde, je vais très mal le dire, mais Independiente de Valle en Équateur, qui a formé des joueurs comme Pacho, Caicedo, et j'en passe, parce qu'en ce moment, c'est un direct qui en sort toutes les semaines. Euh, et qui derrière va au Mexique, va au Brésil, et arrive un club comme Botafogo. Il y a une recherche quand même de challenger et d'aller à chercher les défis, etc. Donc c'est beaucoup plus louable, entre guillemets. Moi, un Nelson Bergsimo, non, moi, je suis désolé. Et après, l'année dernière, c'est tout un speech sur le fait qu'on ait fini quatrième. Voilà, c'est pas, quand on dit ça, tu vois, et je sais que tu regardes tous les matchs comme moi et qu'on mange entre guillemets notre caca avec l'équipe B, c'est que même quand tu finis quatrième, tu sais que ça bosse mal en fait. Et quand tu finis quatrième, qu'on te dit ouais, non, 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 j'avais fait un trade à l'époque dessus. euh, non, mais les gars, le but c'est quand même d'avoir des résultats. Quoi, on voulait aller en deuxième division. Et ce qu'on expliquait, c'est que, ok, mais en fait, tu peux finir dans le ventre mou, avoir une identité de jeu intéressante, avoir des joueurs qui sont habitués à jouer haut sur le terrain, à défendre à 60 mètres de leur but, à se créer des occasions, à être tout le temps dans le contre-pressing, chercher haut, etc. Et avoir beaucoup, beaucoup d'occasions. Parce qu'après, la passation en A, elle se fait plus naturellement. Ils sont moins choqués. Il y aura forcément un gap de niveau. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les mecs, moi, le match, là, week-end 3-0 et on perd 4-3 à la fin, c'est une faute professionnelle du coach, notamment les joueurs. Mais le coach, parce que le coach ne sait rien faire avec des joueurs qui sont en phase d'apprentissage. Il a besoin de joueurs qui ont 40, 50 matchs dans les pattes en deuxième division. Sinon, il est incapable d'aller chercher le meilleur de ces mecs-là pour les faire step up. Tu vois, quand je vois là le mondial du 17 qui impacte la Youth League, parce que tu as beaucoup de joueurs qui, du coup, ne sont pas dans les matchs. Je vois Vitor Ving qui va chercher Thiago Rodriguez, qui a cherché le petit Semedo en latéral gauche. Alors qu'on avait José Semedo qui rentre, José Neto, pardon, qui rentre et qui est très bon. Tu as des joueurs comme ça que tu vas chercher des défis, et tu as des mecs qui feraient le plus responsabilité. Un Gonzalo Oliveira, pour moi, c'est peut-être ce qui est en train d'être le mieux géré. Il est en A, full au niveau de l'entraînement, et il joue quasiment tous les matchs en B. Et le mec arrive en Youth League, s'entraîne avec la A, joue des matchs de professionnels en deuxième division. Il arrive en U19, bah, il se régale. Il se régale parce que bah, du coup, ça n'a rien à voir. Et il a déjà une Youth League dans les pattes de l'année dernière. Le mec est très très fort. En Youth League, tu comprends qu'il a rien à faire là. Que Gonzalo Moreira, c'est pareil, il a rien à faire là. Et aujourd'hui, tu es encore sur des débats où tu te dis, bah, Gonzalo Moreira, il joue pas parce qu'en ce moment, on est passé sur une défense à 3. Et du coup, des fois, il y a Rick qui arrive. Des fois, il y a Ivan Lim. Ivan Lim, l'année derrière, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On voyait Luan Perez, on voyait toute la. Certes, il était blessé, mais on l'a pas vu. Aujourd'hui, il est titulaire, il fait une première en A, alors que moi, tu vois, je trouve oui qu'il est intéressant en B, mais c'est pas le niveau requis pour arriver en A. Il a rien démontré, selon moi, qui permettait d'arriver en A et de jouer déjà dans rouge. Et tu vois, Rodrigo Rego, c'est la même chose. Alors là, dis-moi peut-être si je suis dur ou quoi, mais parce que peut-être les gens qui vont nous écouter vont nous dire ouais, mais attends, les mecs, on les fait genre A, ils sont pas contents. Quand ils jouent pas en B, ils sont pas contents. Je sais pas, peut-être que moi je vais trop loin, mais moi, pour moi, il y a déjà une manière de les lancer en B et de les faire jouer, de les faire performer. Et il y a surtout le critère de, on peut pas le balancer. Tout le monde est n'importe qui en A, tu vois. Je sais que, moi, ça fait 10 ans qu'on mange de la B. Plus de 10 ans. On sait qu'il peut arriver aux portes de là. Des fois, on se trompe. Des fois, on peut se tromper, tu vois. Mais il y a des mecs, le seul mec qui m'a fait vraiment mentir, moi, c'est Thiago Gouveia. Moi, Thiago Gouveia, il a évolué grandement en B. Mais hormis lui, j'ai pas eu des mecs qui, d'un coup, ont été une révélation de folie et qui sont arrivés en A et qui sont imposés. Oui, bah, Ivan Wim, moi j'aimais beaucoup à ces périodes U17 avant qu'il se fasse ses croisés. Après, c'est pas nous qui décidons de ses blessures, etc. Et c'est très malheureux ce qui s'est fait. Mais c'est très clair que depuis son retour de blessure, il est toujours à un bon niveau, mais c'est plus qu'il était d'antan. Parce que d'antan, il avait vraiment un potentiel énorme. Là, ça fait partie de la catégorie de joueurs
qui peut jouer en équipe B, mais on sent que vers l'équipe principale, ça sera très très court pour faire les performances pour enchaîner des performances en A. Et Rodrigo Rego, c'est un peu pareil. Rodrigo Rego qui avait marqué en finale de la Taça Révélation l'année dernière et qui était un bon élément de l'équipe U23 et qui était vraiment titulaire en équipe B là, au début de saison. Mais c'est des joueurs qui, je dirais, des bons soldats, des joueurs qui aiment Benfica, qui vont donner tout pour accrocher cette opportunité. Mais il manque cette petite étoile, ce petit côté brillant qu'on retrouve à un Gonçalo Moreira, qu'on retrouve à un Gonçalo Oliveira, qu'on retrouve à d'autres joueurs. Euh, je dirais une petite nuance à un Doudou, par exemple. Doudou encore qui, par exemple, c'est très drôle ce fait d'avoir une bonne performance et ou un gros événement et boum, être promu direct parce que Doudou a fait un excellent match face à l'Ajax en Youth League et boum, il a été directement promu en équipe B. Donc on veut pas te croire en des théories du complot, etc. Mais ça commence à être très répétitif. Et donc c'est vrai que Mourinho, c'est sûr qu'il voit le talent en ses joueurs, c'est Gonçalo Oliveira et Gonçalo Moreira. On répète beaucoup ces noms parce que pour moi, c'est les deux plus gros talents comme on a dit, on va pas remonter au U15, etc. Mais si on remonte juste au U23, c'est les deux plus gros talents parce que tu as d'un côté un Gonçalo Oliveira qui, pour moi, a un nouveau Ruben Dias, c'est-à-dire dans le leadership, dans la façon de. Enfin, on dirait il a quoi, 19 ans, mais on dirait qu'il a déjà plus de 30 ans parce que le gap qu'il a, on dirait un frigo, le type. Il impose dans une défense et Gonçalo Moreira, d'un autre côté, c'est le côté plus virtuose, plus talentueux. C'est vraiment quelqu'un qui glisse sur le terrain. Et donc, c'est vraiment dommage de ne pas voir ces joueurs faire du coup ces petits côtés promo de lancer les joueurs, etc. Peut-être qu'ils le seront dans les semaines suivantes et ça sera parfait. Mais ce que moi, j'aime pas trop, c'est lancer le joueur juste pour le lancer en équipe principale. Rui Costa avait dit sa dernière semaine que il refusait de admettre ou de dire que le fonctionnement du football de formation était moins bon en ce moment car comme on dit, il y a de moins en moins de joueurs titulaires de la part du Seychelles dans le 11 et il s'est défendu en disant que ces 4 dernières années, il y a entre 20 et 30 joueurs qui ont fait leur début en équipe principale. Mais dans ces joueurs, on peut citer des Hugo Félix, qui en ce moment galère un peu à Tondela. On peut citer des Gustavo Marques, qui en ce moment à Red Bull Bragantino. On peut citer encore des Nuno Félix, qui actuellement, bon, il est blessé, donc bonne récupération à lui, mais qui n'a pas du tout le niveau. Gelson. Et donc, Gelson Souza, exactement, Gelson Souza. J'ai noté son club parce que comme Mourinho il dit, Football Heritage, allez voir où il joue, s'il joue. Et Gelson Souza, il joue actuellement à Al Khod, non, excusez-moi non, à AE Kifisia, Gelson Souza en Grèce, avec tout le respect qu'on a pour Gelson Souza et Les ligaments d'ailleurs. ouais. Enfin, Donc, avec tout le respect qu'on a pour lui et pour le championnat grec, mais ça se voyait clairement que beaucoup de monde parlait en bien de lui, de Jason Souza, parce qu'il enchaînait effectivement les bonnes performances en Division 2, mais c'était dans le système de Velissium qui est très minimaliste et qui permet aux ailiers rapides de briller. Et ça se voyait qu'il n'avait pas la qualité technique pour rejoindre l'équipe A. Et ce genre de lancer juste pour lancer, ensuite quand on voit toutes les minutes cumulées des 20-30 joueurs, ça se résume à pas grand-chose. Ça me la fout un peu mauvaise et j'aimerais voir plus de joueurs lancés dans le 11, etc. Et c'est pour ça que, juste pour conclure, j'aimerais que ce mercato hivernal, beaucoup de monde parle du mercato, etc. Ils font un tel, ils font un tel, ils font un tel. Mais pour moi, j'espère vraiment on va recruter le moins de joueurs possible. Peut-être qu'il y aura des ailiers, etc. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse confiance aux jeunes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les infos qui sont sorties dernièrement. Et à Porto sur João Rego. Parce que je me dis au moins, on va pas gaspiller de l'argent inutilement sur un latéral. Et maintenant que Dal, il est en train de monter en puissance, c'est déjà assumé que
José Net, tout sera son backup et je pense que c'est une très bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Sur le côté, bon, on va en parler aussi, hein, mais sur le côté du mercato hivernal, j'ai pas envie qu'on fasse n'importe quoi. J'ai pas envie non plus qu'on s'éloigne trop du sujet, mais c'est forcément lié. Mercato et la formation sont liés. Pour moi, c'est un lien direct. Comme dit OK tout à l'heure, Gonzalo Moreira et le potentiel recrutement de Rafa, ça a forcément un impact dans la tête du joueur. Euh, vous me dites, ouais, non, mais peut-être pas. J'ai écouté, si à l'époque, Jean Neves, on avait vu peut-être un joueur arriver sur ce mercato de janvier, bah, peut-être qu'on n'aurait pas vu arriver aussi vite en A. Et peut-être qu'il aurait. Et d'ailleurs, Jean Neves qui ne joue quasiment pas avec Nelson Galtier en B. Ça aussi, c'est assez comique. Donc, non, t'as beaucoup de choses à voir, mais encore une fois, je pense que ça passera, moi, selon moi. L'équipe B peut vraiment changer de dynamique en changeant d'entraîneur. C'est vraiment ma pensée. Je pense qu'aujourd'hui, la structure a vraiment bien reformulé les choses. C'est-à-dire tu vois moins de joueurs venir un peu de l'étranger ou par exemple, tu sais, des Luan Perez, des Gustavo Marquez, même si c'était plutôt bon, arriver en équipe B pour être titulaire et prendre du temps de jeu et de l'espace à certains joueurs. Tu le vois moins. Tu l'as pas vu en tout cas sur ce mercato. C'est des effectifs plutôt réduits où en fait, tu as beaucoup de passations. Tu as des joueurs qui sont en 23, qui vont jouer en 19 le week-end prochain, qui vont jouer en B après, qui vont jouer en Youth League. Ça, j'avoue que j'aime bien cette nouvelle direction. Donc, je trouve qu'au niveau de la structure, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est aussi parler des bonnes choses qui sont en train d'être faites. Euh, C'était un peu, après, voilà, on s'éloigne un peu et je pense qu'on en parlera sur un autre podcast, mais le côté du duo Mario Branco, José Mourinho, j'étais persuadé qu'elle allait aussi avoir un regard plus attentif sur ça, sur ce qui se faisait. Maintenant, pour moi, vraiment, pour que tout ça se déroule d'une meilleure manière et que peut-être que des joueurs intéressent d'une manière plus intéressante pour Mourinho. Et après, ça va, on va aboutir à l'autre sujet. Il faudrait un autre coach. Euh, Nelson Verissimo, merci beaucoup pour pas grand-chose. Merci pour cette 4e place. Vraiment, j'étais vraiment conquis. Mais là, ça joue le maintien. Et encore une fois, moi, j'ai pas de problème à jouer le maintien en équipe B si sur le terrain, je vois des choses qui sont vraiment intéressantes. Je vois des prises de risques. Euh, je vois que tactiquement, on tente des choses. Il y a une idée et que ça peut prendre du temps pour être mis en place. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vois nos joueurs jouer parfois avec la crainte. Je vois nos joueurs, je vois ces dernières semaines, en fait, qu'on passe sur une équipe où il a le luxe d'avoir peut-être 5-6 jours qui s'entraînent avec la A, descendent dans l'équipe B, et même comme ça, c'est compliqué. Donc je me dis, on lui donne tout, et même comme ça, le monsieur a un peu du mal. La peut-être bonne chose qui se passe en ce moment, c'est cette défense à 3 où Winder et Oliveira peuvent jouer, et ils sont à un très bon niveau. Mais et même Jean Fonseca, que je trouve qu'il a un niveau très intéressant. On marque beaucoup sur coup de pied arrêté, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, c'est très faible. Tu vois, on peut parler après on va passer sur Monsieur Mourinho, mais tu vois, je pense à Francisco Silva, qui fait une très bonne Youth League aussi, qui est un attaquant qui a besoin de jouer, de se tromper, de se couper, etc. Et là, je dis très mal le nom du Belge, Trevisan, je crois, voilà, qui est le titulaire aujourd'hui en attaque du côté de l'équipe B, qui est en fait, pour moi, dans le profil, bah voilà, attaquant physique, qui impose du gap, qui va en contre un, mais qui, pour moi, ne jouera jamais en A. C'est un bon joueur sympathique, mais moi, je suis persuadé que l'année prochaine, bon, bah, ça va en Belgique. On disait la même chose de Benjamin l'année dernière. C'était pas pour se défouler. On disait, bah, il est là, il fait le nombre en équipe A, ok, c'est cool, mais ça n'a pas le niveau pour la A. Aujourd'hui, il a été transféré définitivement en Suisse. J'ai pas de souci avec ça, mais par contre, quand ça bouge de joueurs, ça m'embête. Euh, et donc, du coup, pourquoi on parle de Mourinho de ça? Moi, j'ai du mal sur quelque chose. Tu vas me dire si tu me rejoins ou non. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a vraiment un regard attentif sur les joueurs. Je pense vraiment qu'il s'intéresse aux jeunes. Je pense que ce qu'il est en train de faire au niveau de son management peut être intéressant dans le sens où on vous regarde, on fait attention à vous, montrez ce que vous pouvez faire en B, et quand on a besoin de vous, on vous appelle et vous avez cette possibilité. Euh, Maintenant, est-ce qu'il le fait parce qu'il a un effectif où il y a des manques assez évidents pour lui, pour sa manière de jouer, et donc du coup, il va voir ce qui se fait plus bas au niveau des profils. Ça peut être aussi une manière de dire à la direction, toc toc, moi j'ai besoin d'autre chose. Et est-ce que aussi il le fait pas? Voilà, bon, pour moi, un peu au niveau de la communication pour dire, bah, ouais, moi aussi, moi je m'intéresse à la formation, regardez le contenu, je rigole avec Ivan Nima dans l'avion. Heu, quand les joueurs, font leur discours dans le vestiaire, bon, bah, il y a toujours les joueurs de la A qui rigolent en faisant des petites blagues quand ils disent merci, à l'entraîneur et cetera. Regardez, je suis proche des joueurs.
Alors je sais qu'il est proche, OK, mais moi j'aimerais voir vraiment, à un moment donné, vraiment un joueur où il se dit: OK, bah, lui, je lui fais confiance. Rodrigo Rego, j'ai l'impression qu'il le fait jouer parce qu'il a un manque au niveau des ailiers, mais il va pas lui faire confiance. Pour moi, Rodrigo Rego, si d'ici 2-3 mois, il est, de nouveau en B, ça me choquera pas et si l'année prochaine, il est plus à Benfica, il est dans un autre club, un peu du milieu de tableau, ça me choque pas parce que c'est la carrière que je dois. J'aimerais voir par contre, des joueurs qui s'entraînent régulièrement avec Mourinho et qui, dès qu'ils jouent avec la B, sont très bons. J'aimerais voir Gonzalo Oliveira, à un moment donné, peut-être faire un match. Sur des affiches où tu dis: «Bah, là, on est sur une bonne dynamique. Si j'enlève une pièce, je change une pièce et bah, ça va fonctionner». Donc j'aimerais peut-être à un moment donné voir Gonzalo Oliveira. J'aimerais peut-être à un moment donné voir Jean Vlos quand Soudakov ça va pas. Par exemple, hier, je ne comprends pas comment Jean Vlos ne peut pas se jouer ce match, face en Fluminense. Vraiment, je ne comprends pas. Quand Soudakov sort, bah, c'est Jean Vlos qui doit rentrer. C'est pas un autre joueur, c'est Jean Vlos, c'est pas Orsnes qui doit rentrer. C'est Jean Vlos et c'est pour moi là où tu montres que tu as confiance aux joueurs. Et ça reste mon opinion. Je sais, tout à l'heure, tu disais que toi, tu pensais, enfin, vis-à-vis de Mourinho, tu avais peut-être une autre vision. Je veux bien l'entendre parce que bah, peut-être qu'on va avoir un débat là sur le fait, peut-être qu'on soit pas d'accord sur tout, mais je suis open. Je suis totalement ouvert. Bah, il a fait dans la conférence de presse, il s'est expliqué où, je crois à la fin du match, il voulait faire entrer Daniel Banjaki, plus tôt, mais qu'en même temps, il voulait garder cet aspect de sécurité et donc il y a un espèce de je veux me mouiller mais pas trop et j'ai peur un peu qu'il les lance juste pour dire, par exemple, au temps de la Roma, j'ai lancé Dean Huijsen et finalement si on voit les minutes de Dean Huijsen, à la Roma, enfin, le si on parle que du temps de Mourinho à la Roma, c'était pas Dean Huijsen n'était pas titulaire tout le temps, voilà. Et donc, je pense que si on revient sur le thème, Rodrigo Rego, je pense clairement qu'il l'a fait jouer juste, parce qu'on était à un moment où il était très insatisfait de l'attitude, des cadres de l'équipe. Et il a juste fait jouer pour dire, «Bah, regardez ce petit, il veut arracher la pelouse pendant que vous trottinez, quoi». Et il a clairement montré en conférence de presse qu'il a fait la fameuse déclat où il disait, «Si j'aurais voulu, changer, 10 joueurs, j'aurais changé 10 joueurs et j'aurais gardé Rodrigo Rego». Donc pour moi, le fait d'avoir titularisé Rodrigo Rego, c'était vraiment juste, pour, lancer un message d'alerte aux autres, aux titulaires. Et je pense pas que Rodrigo Rego va être par exemple, un João Neves qui va jouer, toute la saison et qui va devenir une vraie pièce de l'équipe titulaire. Je pense, du côté des backups, je pense vraiment qu'il va faire confiance à des José Rego et à des Daniel Banjaki. Ce que j'ai plus réticence, c'est que je pense que José Mourinho a déjà, je pense, sa confiance dans un milieu, qui est donc, Barrenechea, Rios et Soudakov. Et je vois mal, par exemple, dans un match, si pas là, il y a la blessure de Soudakov, normalement, il devrait rejouer, mais imagine que la blessure de Soudakov est plus grave que l'on ne pense. Je vois très mal, titulariser un João Veloso directement. Et parce qu'on connaît Mourinho, on sait quel genre d'entraîneur il est. Ça a jamais été l'entraîneur qui va, lancer, il a toujours eu un petit jeune fétiche, Mourinho, dans certains clubs. On va voir, peut-être qu'il va en choisir un en cours de la saison, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le voir lancer un João Veloso titulaire d'un coup comme ça. Et mais je pense que c'est aussi résultante du fait qu'il y a une mauvaise communication dans le fil du club. Et pour revenir sur, ce qu'on a dit du fait que c'est pas une bonne chose de ne pas respecter l'ordre U23 B, A, je pense qu'il y a des joueurs qui, seulement par leur qualité, peuvent sauter, l'étape B, d'un coup, comme ça a été le fait de João Neves ou même d'autres joueurs que d'Anton Silva, par exemple, qui a été, lancé par Roger Schmidt parce qu'il y avait une pénurie de défenseurs. Mais quand même, il faut respecter une hiérarchie. Et tant que il y a un manque de communication dans le club, ça va pénaliser José Mourinho, même si, il a cette attitude d'être un peu têtu, et réticent avec, certains jeunes. Ouais, ouais, je te rejoins. Je te rejoins sur pas mal de choses. Moi, tu vois, j'aimerais le voir, je sais pas, je te dis une bêtise, OK, Thiago Pavón, il se confirme pas en B, c'est dommage que c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il passe pas le cap. Bah, alors OK, let's go partager le temps de jeu avec José Net et si vraiment il fait confiance à José Net, pour moi, j'estime qu'il faut quand même encore un peu de temps. Peut-être, ouais, des fois lui donner un peu de temps, genre: «Ah,
le faire jouer, Naples et Zamalek, moi je pense que oui, José Net, c'est un joueur qui va énormément plaire à Mourinho, qui tu vois, tu parlais du jeune fétiche, je pense que ça peut être lui. Parce que c'est vraiment un latéral impressionnant physiquement déjà prêt. Maintenant il y a une maturité aussi dans le jeu et dans Edmond en tant qu'homme. Souvent ça aussi qui est déterminant à ce stage-là, c'est, comment tu es face à la pression, face à tout ça et je le trouve vraiment très, très, très intéressant. La première ère même, c'est face à Naples, il a très peu de ballons, mais sur peu de choses qu'il a à faire, tu sens pas beaucoup de stress. Genre, tu sens que le mec est sûr de lui. Ça, c'est intéressant. Mais là Et juste pour te reprendre, ce que j'ai beaucoup aimé, sur ce que Mourinho a dit sur les jeunes, dans les dernières conférences de presse, c'est qu'il a dit, il a déjà que la pression de faire des débuts est haute pour un jeune. Il a dit: «Il a pas envie de leur mettre une pression supplémentaire sur s'ils font une erreur, de jeunesse et cetera» et j'ai vraiment aimé ce discours. Peut-être que pour toi, c'est un discours seulement pour les médias et que dans le vestiaire, il peut déchirer, 3-4 ou 5 joueurs comme il le fait avec les titulaires, mais je pense que son discours, il est sincère et c'est un discours qui est nécessaire pour des jeunes joueurs qui rentrent dans le monde professionnel. c'est pas ça qui me gêne forcément, Hugo. En fait, ce qui me gêne, c'est, s'ils font des erreurs, c'est à toi d'avoir une communication interne et externe pour, en fait, peut-être en interne, bah, dire: «OK, bon, on va te tromper sur ça, 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 ça». Ça, c'est une leçon et en externe, les protéger, tu vois? Moi, pour moi, tu peux te tromper. Après, enfin, je suis désolé, notre capitaine qui a 38 ans, il te fait une banane par match. Je vois pas Mourinho le démonter en conférence de presse, je l'ai jamais vu et pourtant, on peut faire briller le compete sur ce début de saison, tu vois? Mais j'ai l'impression que quand tu es vieux, tu peux avoir des coquilles. Quand tu es jeune, bah, c'est direct sanction et c'est là où, en fait, ça s'appelle de la communication. C'est comment tu te pourquoi Otamendi, il a un passe droit et pourquoi le jeune, il aurait pas aussi un passe droit? Enfin, c'est pas vraiment un passe droit, mais le critère que j'établis de base, il s'adapte pour celui à 38 ans et celui à 19 ans. Bien sûr qu'Otamendi, il y aura des choses où il dévore, le jeune. Il a plus de 14-15 ans de carrière. Forcément, ça compte, ça joue. Mais il est aussi sujet à l'erreur. Il est sujet à se tromper. Les jeunes, ils ont ces pressions, déjà de base. Oui, ils ont aussi ces pressions de se tromper, mais c'est à toi d'expliquer que l'erreur fait partie du jeu. Trompez-vous et c'est en vous trompant aussi, tu vois, on en parlait, sur le Discord quand on parlait, je pense que tu as dû voir, mais quand on parlait de Sheldrup et Prestiani, Sheldrup, tu sens qu'il a un truc au niveau de la confiance qui te dit: «J'ai peur de me tromper». Parce que c'est sanction directe. Prestiani, il a peut-être une personnalité qui n'a rien à voir. Il y va, il veut se tromper, il se trompe, il tombe, après il va presser, il va récupérer le ballon et ça, tu le retrouves un peu peut-être avec Rodrigo Greg, c'est un peu cette insouciance. Maintenant après quand tu passes ce step de mental, la qualité dans le pied, on en est où? Bon, par exemple, Rodrigo Greg, dernier tiers, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même profil pour moi, c'est Thiago Vey. C'est un joueur qui peut faire une belle carrière et peut-être d'ici 5, 6, 7 ans, venir taper dans le top 3. Tu vois? C'est un peu peut-être Nuno Santos, à l'époque de la formation de Benfica, qu'aujourd'hui au Sporting. C'est des joueurs qui, pour moi, ça va jouer vraiment dans la tête, dans le sens où est-ce qu'ils sont tenaces? Est-ce qu'ils vont tout faire à sacrifier pour y aller, tu vois? Et de ça, pour en revenir à ce que tu disais, c'est pour moi, c'est le discours. OK, je veux bien, je comprends, la manière dont tu vois la com de Mourinho et je comprends le crédit que tu lui donnes. Maintenant, protéger son jeune, ça va au-delà de ça. Ça c'est pas que ça pour moi. Ça peut tu peux les mettre, parce que leur donner 2 minutes en fin de match, OK et après? Après qu'on ait passé cette étape, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent en B, on les voit plus, on refait la même chose avec le prochain? Là, par exemple, Ben Jackie, moi je te le dis, Ben Jackie, moi je le fais pas jouer en A. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un vrai bon match de Ben Jackie en B. Pour moi, pour l'instant, Ben Jackie, il a un problème qui est surtout mental, c'est-à-dire que pour moi, il a une maturité qui est beaucoup moins importante que celle de José Net. José Net, pour moi, a déjà fait des meilleurs débuts en B que Ben Jackie. Ben Jackie, il a un profil qui est intéressant, ça peut être un top mondial s'il a envie, mais il faut qu'il ait envie. Alors, je te dis pas que c'est, problème de caractère, je te dis juste, est-ce que le bonhomme, est-ce qu'il est vraiment sûr à 100 de capter le monde professionnel? Ça peut prendre plus de temps, il y a pas de souci. C'est pour ça qu'il doit se tromper en B. Et par exemple, ce qu'il a donné hier à Ben Jackie, il aurait dû le donner à Leandro Santos. La réalité, et moi c'est comme ça que je le vois, c'est que Leandro Santos va aller en prêt en janvier dans un autre club et on va avoir le retour d'Alexander Ba et du coup, il y aura plus de sujet Ben Jackie. Ben Jackie pourra continuer ses matchs en B. C'est pour ça que moi je vois ça un peu comme de la com, tu vois? C'est Mmh. que si on parle vraiment de faire confiance aux jeunes et ben Leandro Santos, il aurait pu avoir son petit moment, même s'il est prêté et cetera. Il y a une époque, Jean-Félix, il devait être prêté à Maritimo si Bruno Lage n'arrivait pas. Imagine à côté de quoi on serait passé.
Et c'est pour ça qu'il y a des moments où les opportunités, faut vraiment les donner et pas juste faire, pour moi, selon moi, de la com. Mediax. Pour moi, c'est un peu de com. Thiago Freitas, José Nat, c'est plus justifié. Surtout Thiago Freitas, parce que pour moi, Thiago Freitas, c'est un des meilleurs en B sur ce début de saison. Juste, il a pas eu de la continuité, mais c'est un mec qui est vraiment performant et qui, dans le profil, se rapproche beaucoup plus de Richard Rios. Sinon, t'as personne qui vraiment est à ce niveau-là. Enfin, au niveau des profils, mais il est loin, actuellement, il est loin du niveau de Rios. Mais c'est normal, il y a pas de mal à ça. Mais des fois, sur des matchs, bah, va soulager Rios. Je sais, là, Famalicão, ça va être un match qui est compliqué, mais tu l'as sur le banc. Bah, peut-être que si t'es à 2-1, enfin, peut-être pas 2-1, mais 3-1, 3-0, fais entrer Freitas 20 minutes. Tu sais, quand tu changes pour moi 2 pièces, tu leur donnes 20 minutes, ça vaut quelque chose. Par contre, si tu leur donnes 2 minutes en fin de match, bah, ok, 2 minutes, 2 minutes pour faire 2 bananes à l'équipe adverse, faut y aller, hein. Faut, à mon avis, faut vraiment être mauvais, tu vois. Ou vraiment être pas du tout prêt pour le match qui s'impose. C'est pas le cas. Non, là, peut-être qu'on commence à être un peu redondant. La dernière partie, on s'approche un peu de l'heure du podcast, où moi je vais te lancer, c'est selon toi, c'est quels sont en fait je vais pas dire c'est pas des prérequis, c'est un peu, selon toi, les conseils, ce que tu aimerais voir finalement au niveau de la formation pour que ça aille mieux. Parce que finalement, on a de la qualité, on l'a dit, on a des joueurs qui sont très bien formés, on a du talent, mais aujourd'hui, on a un bloquant, c'est on n'arrive pas à avoir ce talent vraiment explosé en B, explosé surtout en A, pour en profiter pleinement à 100%. Quel serait pour toi, sur tout ce qu'on a dit, un peu ce qui doit être priorité au niveau des choix et des changements? Bah, pour moi, comme tu as dit, une meilleure cohérence, c'est-à-dire, faire jouer les jeunes de manière crescendo. À chaque fois qu'il y a des défenseurs des jeunes de Benfica sur les réseaux, il y a d'autres personnes qui veulent nous caricaturiser et dire: «Ah maintenant vous voulez jouer avec, 6 joueurs de l'équipe B, en titulaire». C'est pas du tout ça ce qu'on veut faire comprendre, mais c'est avoir vraiment une cohérence entre, tous les catégories des jeunes et comme tu as dit, avoir des joueurs qui ont un profil qui est semblable à un des titulaires et le faire entrer pour faire reposer parce que maintenant le rythme des matchs va commencer à être, et même déjà, insoutenable et donc vraiment avoir cette logique et c'est même quelque chose pour moi qui tient de beaucoup d'années. Par exemple, un Jean Neves, il est titulaire parce que, il profite de la pause de la coupe du monde, en pleine saison, qui est quand même quelque chose, d'exceptionnel parce qu'il y a jamais eu une coupe du monde en pleine saison, et qui profite aussi du départ, inattendu de Enzo Fernandez. Antonio Silva, il est, titulaire parce qu'il y a, 6 blessés en même temps, dans l'équipe A. Hem un jeune comme Tomáš Araujo, il a dû, cravacher et faire un prêt alors qu'on rappelle que, Antonio Silva voit Tomáš Araujo un peu comme, son grand frère et c'est lui-même qui l'a dit, publiquement et donc Tomáš Araujo est encore, bon maintenant il est repassé devant dans la hiérarchie, mais pendant longtemps il a été, derrière dans la hiérarchie. Et donc, j'aimerais juste une cohérence dans, heu, si on lance par exemple, l'Inde je me rappelle très bien qu'il a été titulaire, face à Santa Clara dans un terrain très compliqué en plus. Il a répondu parfaitement et il n'y a pas eu de continuité. Donc j'aimerais bien que si on lance des joueurs, ça ne soit pas comme tu as dit 2 minutes et ensuite on ne te remballe en équipe B. J'aimerais bien qu'on les lance et ensuite il y ait une continuité, c'est-à-dire 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. S'il y a un match où en même temps le lendemain il peut jouer nous Charles, tu joues, 10 minutes dans un match avec l'équipe principale et tu joues titulaire nous Charles et une vraie communication entre, l'équipe B et l'équipe A car on a, largement le nombre de joueurs suffisant pour, être compétitif. Compétitif, je me comprends, en jouant ou tout du moins le maintien en B et en même temps, envoyer des joueurs, dans l'équipe A qui faisaient une, une jouabilité, qui soit conséquente pour eux et qui progressent. J'ai pas vu que j'avais coupé mon micro, je m'excuserai. Moi, sur ce que tu dis, en fait, j'ai même pas envie d'être répétitif parce que finalement, c'est assez clair. On est assez d'accord finalement, tout ce qu'on a évoqué ici, c'était surtout pour peut-être un peu informer ceux qui suivent un peu ça de loin. C'est-à-dire, qui sont plus focus sur la A et que j'entends que la B soit moins intéressant. Déjà, voir la A, ça fait mal à la tête, même si en ce moment, ça va mieux. Ça va mieux en termes de jeu, parce qu'en termes de résultats, pour moi, on est encore, on est dans une je vais pas dire au fond du trou, mais c'est compliqué. Hem, mais c'est vrai que c'est important de comprendre ça parce qu'en fait, si on comprend pas ça, hem, en fait, on arrive à un moment donné, on se dit: «Mais on n'a pas de jeunes, les jeunes ils jouent pas, mais il a joué Emile, il a joué 2 minutes, il est pas bon». Puis là, il joue 10 minutes, mais il montre rien.
C'est pas comme ça que ça doit être fait, selon moi et avec tout ce qu'a expliqué Hugo, mais et je vais dans son sens, mais il y a des choses à très concrètement mettre en place. Il y a des gens très compétents dans ces champs, vraiment très, très, très compétents au niveau de la formation. Il y a ce qui se fait peut-être de mieux. Je pense par exemple qu'on va encore réaliser une très, très belle UCI. Je pense qu'encore une fois, on a parlé par exemple de Zenet Benjaki surtout sur ce podcast, mais par exemple, un Miguel Figueiredo qui a gagné aussi le Mondial 17 en étant remplaçant, qui est avec l'AB, qui est plus évolué physiquement. Un Quintas qui est capitaine avec les U17, qui est avec les U23, qui devrait commencer à apparaître avec l'AB par exemple. Et qui devrait prendre la place que Priya s'occupe aujourd'hui, un peu entre guillemets, ce maestro, ce joueur qui en fait dicte un peu le rythme, un peu entre grosses guillemets, le Vitinha de la baie dans le sens où je dicte le jeu de l'équipe, les temps forts, etc. avec le ballon. Pour moi aujourd'hui, c'est un Rafael Quintas qui doit commencer à s'asseoir sur le banc et montrer que c'est une option pour la baie. Si on voit pas par exemple Quintas jusqu'à la fin de la saison en B, c'est un mauvais message, et c'est un problème. Parce qu'au niveau de maturité, c'est impressionnant. Physiquement, j'entends qu'il y a un sujet, mais faut faire confiance. Faut y aller, il faut qu'il se trompe, faut qu'il y aille, il faut qu'il comprenne la densité qui est en B. Et Gonzalo Moreira, je vais être encore plus dur. Gonzalo Moreira doit à un moment donné mettre un pied en A parce que c'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable qui, je pense, qui s'il fait pas carrière à Benfica, fera carrière ailleurs. Mais si on va parler critères physiques, et je t'avais dit qu'on allait voir si on évoquerait un peu ce qui se fait chez les rivaux, mais Rodrigo Moura, bien que ce soit un talent hors norme, physiquement, on peut considérer qu'il y a peut-être un retard. À la base, quand il arrive en A, moi, les premiers mois avec Victor Blum, tu sens que c'est dur dans l'intensité, dans ce qu'on demande, etc. Mais la réalité, c'est que les pieds, ils mentent pas. Le talent, il est là, le kifoot, il est là, et il voit des choses avant les autres. Et à un moment donné, en fait, à force de te prendre des coups toute la semaine et tous les mois, l'intensité, ça rentre dans la tête. Et au bout d'un moment, tu deviens fort. Alors, il y a l'entraînement, ok, mais ce que tu as en match, tu le retrouves pas pour moi très peu en entraînement. C'est autre chose. Après, je pense il y a un truc à nuancer, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique des clubs portugais que quand ça va mal et que quand les recrues ne fonctionnent pas ou quand il y a même pas assez de ressources financières pour acheter des recrues, on lance les jeunes dans la grande piscine, on dit vas-y maintenant sauve-nous. C'est un peu ce qui se passe avec Jean Félix. Là, c'était justifié parce que João Félix c'était tout simplement un talent générationnel. On a essayé ensuite avec Paulo Bernardo, ça n'a pas fonctionné parce que tout le monde n'est pas João Félix. Avec Porto, ils ont fait ça avec Rodrigo Moura parce que Rodrigo Moura, je pense que on peut déjà les classer dans les catégories de João Félix parce que je pense que c'est un talent aussi exceptionnel. Mais si par exemple on serait dans le temps de 2021 et qu'on aurait un Gonçalo Moreira par exemple, je pense qu'il serait lancé directement dans l'équipe A. Là, on a fait un recrutement qui était très conséquent cet été et on est à peu près bien financièrement, je m'entends. Donc on va se dire, on peut s'en passer, on peut le garder dans le tiroir. Et c'est un peu, je dis pas que ce que je suis en train d'écrire est la bonne fonctionnement, bien au contraire, je pense que c'est pas le bon fonctionnement de faire rentrer des jeunes juste quand la situation du club est mal et ensuite on va dire ce jeune il sert à rien parce qu'il n'arrive pas à nous sortir de notre spirale négative de résultats, mais c'est un peu symptomatique de ce qui se passe dans les clubs portugais. Et dernièrement, Sporting a réussi un peu à contrecarrer ce que je suis en train de dire, vu que dans le match de Coupe de la Ligue, il y a Flávio Gonçalves et Salvador Blopa qui sont entrés et qui ont fait un peu leur petit bruit, parce que Flávio Gonçalves, qui est très bon dans les jeunes du Sporting, qui fait une très bonne Youth League, a fait une passe décisive. Salvador Blopa, il a mis un doublé, donc il a eu un peu son moment fort. Et et même je peux me parler encore des João Simões et cetera, qui sont imposés directement dans le 11 titulaire et qui sont João Simões qui est pas un joueur très, très vieux de nos joueurs, qui sont actuellement dans notre équipe B ou dans notre équipe U23. Et donc je pense que ce serait un bon exemple à suivre de faire rentrer des jeunes joueurs et leur faire gagner du temps crescendo, sans attendre qu'on soit vraiment dans la mouise au niveau de notre effectif et de nos résultats. Ouais, et pour compléter, hein, l'équipe B du Sporting, elle est deuxième. Alors encore une fois, au-delà d'être deuxième, elle joue bien. Et en fait, il y a ce truc que tu disais de, il y a des joueurs qui performent en B. Tu as parlé de Flavio. Flavio, il est très bon en B en ce moment aussi. J'ai vu quelques matchs, j'ai pas tout vu, mais je l'ai vu aussi surtout en Youth League avec le petit Sinjoul. Bon, après, on va pas non plus trop vanter les mérites du Sporting, mais il faut en parler aussi pour comparer.
Et forcément, bah, en fait, quand tu vois Blopa qui a joué en fait des matchs du Portugal, mais après on le remet en B pour qu'il enchaîne, pour qu'il joue et dès qu'il est vraiment très performant, bam, on balance en A et c'est ce qu'on doit demander en fait à une équipe B. C'est enchaîner les matchs et après sur des matchs un peu plus accessibles, bon allez let's go, on l'envoie. Voilà, je te parle du Sporting B, bah, là je regardais, Farense, il y a quelques jours, 3-1. 3. Donc, on les a joués hier. On a vu que le niveau était quand même, entre guillemets, un peu intéressant. Tu vois, quand le Sporting fait ça et que derrière, bah, tu arrives à envoyer ça du côté de la A sur des matchs un peu plus accessibles, bah, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on demande. Je sais pas si on le verra parce que c'est encore une fois dépendant de beaucoup de choses. Moi, je suis comme toi, nous deux, on est des mordus un peu de la formation. Et je pense que n'importe quel Benfica, t'adore voir ce jeune rentrer dans le stade rouge et être applaudi par tous. C'est c'est ceux qu'on protège le plus, c'est ceux qu'on aime le voir le plus performer parce que c'est ceux qui nous représentent le mieux sur le terrain. C'est aussi les départs qui nous font le plus de mal quand ça a lieu. Et entre guillemets, c'est les retours qui nous font le plus plaisir généralement. Donc, il y a une véritable histoire à ce niveau-là, entre guillemets, une tradition qui commence à s'installer au niveau de la formation. Mais il faut pas qu'on devienne un peu une sorte de caricature de nous-mêmes où finalement on lance ces jeunes pour les lancer sans vraiment avoir de plan et au bout d'un moment ça s'essouffle et il faut carrière ailleurs. Il y a un joueur dont je parlais beaucoup dans les podcasts et on va en parler là, c'est encore une fois, c'est Raphaël Louise. Bon, Raphaël Louis, c'est entre guillemets un crève-cœur parce qu'il est du côté de Strasbourg. Il vit entre guillemets pour lancer une saison en demi-temps, mais bah, moi, ça me choque pas plus que ça, dans le sens où ça fait longtemps qu'il faisait pas vraiment une saison pleine, qu'il jouait pas beaucoup avec la B. Et là, vraiment, bah, et quand il a des responsabilités sur des matchs où, surtout que Strasbourg fait pas non plus la meilleure des saisons, euh, où le jeu s'identifie plus à ses qualités, il joue. Et des fois, quand ça demande un autre style de jeu, il joue moins, il rentre ou des fois, il sort pas du banc. Mais c'est un peu, il y a vraiment une réelle méritocratie et une logique sportive. Et pour lui, c'est intéressant. Je suis juste dégoûté que les gens n'aient pas pu profiter de ce joueur-là parce que je pense que d'ici quelques années, on se dira, mais comment ce mec-là n'a pas joué du côté de Rouge, surtout que c'est un très, très, très grand bénéfice. Donc, j'espère qu'on fera pas le même constat avec Jean Voulos. J'espère qu'on fera pas le même constat avec Gonzalo Moreira. Et on pourrait encore en citer plein. Et je sais que dans ce lot, on en loupera. Je sais que malheureusement, ça arrive. À un moment donné, on a adoré voir Jean-Félix. On n'a pas profité de Jota, qui pour moi était le meilleur joueur que j'ai vu passer au niveau de la formation. Donc, des fois, ça se passe bien, des fois non. Mais je pense qu'aujourd'hui, on met pas toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Euh, oui, ouais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut tout doucement conclure notre émission? Non, franchement, je pense on a été complet. Je pense que tout a été dit. Du coup, bah, juste pour dire à ceux qui suivent pas trop la formation, le Benfica du coup va affronter le Slavia Prague en 16e de finale de Youth League. Et je pense qu'il y a tout pour faire une très belle compétition. Petit disclaimer qu'on n'a pas dit. Un joueur de la Youth League qui a joué 3 matchs en équipe principale ne peut plus rejouer en Youth League. Je sais pas si ça fait polémique ou pas. Franchement, pour moi, si des jeunes doivent jouer en équipe principale pour aider l'équipe, que bon me semble. Et de toute façon, comme on a dit Victor Vigna, c'est un peu s'il n'a pas un joueur, il le remplace et il met une autre pièce. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un entraîneur de formation et même d'un entraîneur d'une équipe principale. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Juste que les 3 utilisations aient du sens et que ce soit pas des temps de jeu liés et minutes pour rien faire. Mais je te rejoins pour ça. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire à nos auditeurs? Bah, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Comme à notre habitude, bah, s'il vous plaît, je sais pas si on voit mon chien dans le cadre. Il vient réclamer des câlins. Il aime l'information aussi, attention. Euh, mais merci encore une fois de nous écouter. S'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, que ce soit sur YouTube et Spotify, à nous mettre des bonnes notes et à vous abonner, c'est important pour nous. Il va y avoir un peu plus de contenu sur ce mois-ci, comme on avait évoqué lors de l'avant-match face au Sporting. On a ce podcast qui va sortir, donc il y en aura certainement un autre dans la foulée. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais en tout cas, on aura un peu plus de contenu sur ce mois de décembre pour vous passer les fêtes avec notre présence dans vos oreilles et sur votre télé. Donc, on espère que ça vous plaira. Et encore une fois, ça a été un plaisir, mon Hugo. Donc, il va falloir gagner face à Famalicão parce que ça va être dur.
Et si c'est pas le si je ne te vois pas d'ici là, je te souhaite les bonnes fêtes, mais je vais encore certainement t'embêter, d'ici là. Ciao, ciao tout le monde, une bonne soirée. Ciao.